les peuples partagent un certain nombre de codes et de conventions qui régissent les comportements de chacun dans la vie en société. Ces codes forment ce qu'on appelle la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières ou encore le respect. Ces codes de comportement facilitent les relations entre individus. Ils permettent de créer une harmonie sociale. Ils définissent également ce qui est permis ou interdit dans certaines situations. L'ignorance ou la connaissance de certaines règles révèle en effet un manque dans l'éducation ou au contraire des qualités. Quelle est l'importance du savoir-vivre dans notre société? Eh bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, Jacques Christian Ouensou, c'est notre invité du jour. Je vous rappelle, il est sociologue. Nous avons l'habitude de le recevoir sur cette émission. Et c'est toujours un plaisir pour nous de le recevoir. Bonsoir, Monsieur Christian. Comment vous allez? Très bien, Mirabel. Très bien. Je vous remercie pour l'invitation. Bonsoir aux amis auditeurs de la radio Tokwa. Alors, Monsieur Ouensou, tout à l'heure, je l'ai annoncé, le sujet d'aujourd'hui. Quelle est l'importance du savoir-vivre dans notre société? Et tout de suite, j'aimerais savoir, le savoir-vivre, qu'est-ce que c'est? Alors, définir le savoir-vivre nous ramène à définir deux choses. Le savoir, qu'est-ce que le savoir? Et vivre. Lorsque nous allons appréhender la définition du savoir et nous allons y accoler celle de vivre, nous verrons le savoir-vivre dans sa définition en plénitude. Alors, le savoir, pour aller le plus simplement possible, nous pouvons dire que le savoir est un ensemble de connaissances identifiées comme réelles dont nous servons pour aller en relation avec les autres. Et nous connaissons donc la valeur et la portée de ces connaissances que pour nous, pour notre société où nous vivons, c'est des connaissances réelles qui permettent l'interaction sociale. Alors, vivre, c'est réaliser pleinement sa vie. Donc, avec ces connaissances identifiées comme réelles dont nous venons de parler, nous arrivons à réaliser notre vie. Alors, en somme, le savoir-vivre devient un ensemble de connaissances qui nous permet de donner du sens à notre vie avec les autres dans la société. C'est dit donc que chaque société a ses codes et ses clés pour rentrer en relation avec l'autre et donner sens à sa vie, donc à la vie de la société. Donc, c'est pour dire que quand on parle de savoir-vivre, ce n'est pas forcément la même chose dans chaque société. Chaque société avec ses réalités. C'est un peu ça. C'est bien cela. C'est bien cela. Quand je vais vous donner, par exemple, notre pays, nous avons beaucoup d'ethnies. Nous avons au moins un certain nombre de régions et chaque région a sa manière de faire. Je veux citer par exemple la région méridionale, non pas méridionale, un peu vers le nord, à la latitude de Bembereke. Toute cette population, par exemple, pour vous saluer, ils vont fléchir un peu leurs genoux avant de vous saluer. Ça, c'est aussi distinctif de leurs règles, de leurs codes, donc de leur savoir-vivre. Si ça ne se fait pas, alors celui qui connaît ce type de personnes vont dire mais c'est manque de respect que de saluer une personne sans fléchir un peu le genou. Dans ce cas, quand plusieurs personnes qui ne viennent forcément pas du même milieu se retrouvent ensemble, le fait de ne pas justement appartenir au même milieu, ça peut créer une certaine frustration entre ces personnes déjà qui n'ont pas la même manière de penser. Le savoir-vivre peut-être de l'autre n'est pas pareil chez la deuxième personne. Est-ce que ça peut créer un peu... Absolument. C'est une frustration légitime que ça crée. Parce qu'on ne comprend pas toujours le pourquoi l'autre peut me faire ce que moi je n'admets pas comme connaissance vraie. Ce que moi j'admets par exemple comme connaissance vraie, si je rentre en relation, en interaction avec une autre personne qui n'est pas de ma société, tout de suite, je ne vais pas admettre que la personne me fasse ce que je n'admets pas comme valeur. Du coup, ça peut me frustrer. Mais avec le temps, si nous arrivons à décrypter les codes de part et d'autre, nous allons finir par nous entendre et le bien-être sera de mise. Du coup, le savoir-vivre sera en ce moment-là une synthèse de nos deux connaissances vraies. Imaginons un instant une société sans savoir-vivre. Ça donne quoi? Une société sans savoir, est-ce que ça existe? Parce que quand on parle de société,
c'est déjà un espace où les hommes interagissent. Il y a action et il y a réaction. Dans l'interaction, il y a donc expression du savoir-vivre, savoir rester ensemble pour donner sens à la vie. Donc, il y a du savoir-vivre dans toute société humaine. Alors, quel est le rôle du savoir-vivre dans notre société? Le rôle du savoir-vivre dans notre société, c'est simplement de permettre à l'homme d'aller vers l'autre et de faciliter les interactions. Sans le savoir-vivre, donc sans les codes, les clés nécessaires pour donner sens à la vie individuelle dans la société, pour faire la vie sociale, il n'y a pas de société. Du coup, le savoir-vivre permet de vivre ensemble, d'aller ensemble pour donner sens à la société, produit de richesse pour la société ensemble et donner sens à sa vie personnelle et à la vie de la société. Sans le savoir-vivre, il serait très difficile d'aller en relation avec l'autre pour produire des interactions, ce qui donne sens à une société des hommes. Alors, quand on parle de savoir-vivre, il y a forcément des règles. Absolument. J'ai répété plusieurs fois des codes, des clés. Donc, c'est des règles. Et quand on parle de règles par rapport au savoir-vivre, on veut parler juste. Oui, on veut parler juste, merci. On veut parler des connaissances acquises comme vraies. Je prends un exemple très simple. Vous êtes fond, par exemple, nous sommes au Bénin, vous êtes fond. Parmi les règles de savoir-vivre du fond, on va te dire, tu dois savoir décrypter les yeux. Quand ta mère te fait des coups d'œil, des clins d'œil, en la présence des invités, tu dois savoir que ta présence n'est pas désirable. Et tu dois quitter. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne maîtrises pas cette règle-là, par exemple. Il y a même certaines personnes, quand ils reçoivent des invités, par exemple, et il ne veut pas dire à cet invité qu'ils n'ont pas de quoi lui offrir une boisson. Ils vont appeler les enfants, ils vont dire, va chez la dame chez qui on ne va pas trouver. Le fond dit, oui. Chez elle, tu ne trouveras pas. Ça, c'est des codes. On dit, va chez la dame chez qui on ne va pas trouver et va m'acheter telle chose. Ces codes-là, par exemple, si un enfant ne maîtrise pas ces codes, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Cependant, tout ceci se regroupe sur deux à trois aspects. La posture. Donc, le savoir-vivre, c'est dans la présentation. D'abord, comment tu te présentes à la personne. Deuxième chose, comment est-ce que tu rentres en interaction avec la personne. Donc, comment tu parles, comment tu salues l'autre. Chez nous, par exemple, un aîné qui te rencontre, tu n'as pas le droit de lui tendre la main. Parfois même, dans une même famille, il y a des enfants, des benjamins qui ne connaissent pas le nom, le prénom de leur grand frère, c'est-à-dire de leur frère aîné. Parce que par respect, chez nous, on n'appelle pas un aîné par son nom directement. Tu peux l'appeler grand frère, frère aîné, ou bien l'enfant de le nom de son enfant. Donc c'est des réalités de chez nous et tout ceci rentre dans le savoir-vivre. Je suppose un instant que vous rentrez dans un car à Cotonou, où nous sommes, et vous voyez un vieillard qui rentre alors que vous êtes bien assis. Vous avez l'obligation, si éventuellement vous avez les codes nécessaires pour rentrer dans la société où nous sommes, vous avez l'obligation de vous lever et céder la place à ce vieillard-là. Alors, ça veut dire que le fait de se lever pour que la personne âgée puisse s'asseoir, c'est des règles, c'est des codes qu'il faut respecter pour qu'on puisse te sentir comme quelqu'un qui a le savoir-vivre, comme quelqu'un qui a entre griffes une bonne éducation. Et là, si je dis bonne éducation, c'est selon là où tu es, selon la société où tu vis. Tu quittes là tout de suite, tu peux avoir une différence. Et là, dans la différence, je peux vous donner l'exemple des Européens, par exemple, qui
qui peuvent regarder dans les yeux directement et parler. Alors qu'en Afrique, généralement, quand tu regardes, quand tu fiches quelqu'un comme ça, on te dira on ne fiche pas un grand frère. On ne fiche pas une personne aînée comme ça. Allez, baisse la tête pour me parler. Alors que là-bas, on t'oblige à regarder en face quand on te parle. Mais dans certaines circonstances, quand quelqu'un vous parle et que vous ne le regardez pas dans les yeux, ça donne l'impression que vous n'accordez pas de l'importance à ce que la personne est en train de vous dire. Oui, parce que vous voulez lire ce comportement à travers votre connaissance que vous avez acquise, que vous avez jugé comme vraie. L'autre qui dit baisse les yeux par rapport à sa connaissance vraie, on ne doit pas fixer une personne qui est plus grande que soi. Parce que c'est pas signe de respect en ce moment-là. Si tu sais que tu as une bonne éducation dans les cultures où il faut pas fixer, tu baisses la tête mieux. Il y en a où on dit simplement une personne qui est plus âgée que toi, pour lui parler de proche, tu dois t'abaisser. C'est un signe qui montre simplement que c'est toi qui es plus âgé, moi je m'abaisse, je peux pas avoir ta taille pour te parler. C'est des codes. Et ceci, ça s'accepte dans une société qui a reconnu ça comme des connaissances vraies. Et c'est ça que nous appelons savoir. Donc savoir vivre, c'est avoir un certain nombre de codes de connaissances pour pouvoir rentrer en interaction sociale, tout simplement. Le savoir-vivre, c'est également la politesse, le respect, les bonnes manières. Alors, quand on parle de bonnes manières chez nous, on sait que quand on rencontre une personne tôt le matin ou à n'importe quelle heure de la journée, on voudrait bien, l'idéal qu'on devrait faire, c'est déjà lui dire bonjour. Je pense que c'est bien ça. Hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Ça fait partie également des règles du savoir-vivre. Hein? Mais c'est ça. C'est ça. Chez nous, le bonjour est d'ailleurs déjà trop court. On va te demander comment va la maison. Et papa, et maman, les enfants, tout le monde va bien? Ok. Et la journée, tu t'es préparé? D'accord. Bonne journée. On le dit. Il y a même des cultures où on prend parfois 15 à 20 minutes pour te saluer. C'est ça les bonnes manières chez nous. Mais ailleurs, on dit ça fait perdre le temps. Je ne veux pas perdre mon temps en saluant. Si déjà on se rencontre, on n'a même pas besoin de se saluer parce que chacun a son objectif. Et te saluer rogne dans mon temps que j'ai pour la journée. Du coup, prends ton chemin, je prends mon chemin. Si rien ne nous met en interaction directe, alors on va s'individualiser dans la société, on prend le chemin. Une autre règle très importante qui prouve quand même qu'on on est poli et tout, c'est de dire merci quand quelqu'un vous rend service. Si ça ne se fait pas chez toi, je vous donne un exemple très simple, ce que je cite souvent. J'étais en train de parler avec quelqu'un, on était le 24 décembre. La personne a préparé pour ses employés. Ils ont mangé le 25 décembre, c'est un jour de fête. Ils ont très bien mangé. Le 1er janvier, la personne n'a pas préparé. J'ai dit, mais madame, pourquoi vous n'avez pas mis à l'aise vos employés? C'est un jour férié. J'ai dit, Christian, calme-toi. Le 25, ils m'ont pas remercié. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Pour cette personne, merci veut dire j'apprécie ce que tu me donnes. Et c'est ça chez nous. Chez nous, le merci signifie simplement j'apprécie ce que tu m'as fait. Je suis reconnaissant. Alors, souviens-toi de moi la prochaine fois. Tout simplement. Si tu dis pas merci, ça veut dire que bon, ce que j'ai fait, bon, ça ne t'intéresse pas. Et si ça ne t'intéresse pas, alors je ne te le ferai plus. Pour certaines personnes, voilà ce que le code signifie. Pour d'autres, même si tu ne dis pas merci, bon, continue ton chemin. Mais généralement, je pense que le merci, la reconnaissance, c'est non seulement chez nous, mais c'est également ailleurs. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup de sociétés qui ont adopté la reconnaissance partagée. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, il faut être reconnaissant. Il faut savoir dire merci. L'autre chose qui est également importante, c'est être courtois. On se rend compte qu'on est dans une société où il y a des personnes qui ont tendance à être désagréables avec les autres. Parce que vous avez passé une mauvaise nuit ou parce que vous avez eu un problème avec telle ou telle personne, est-ce que cela vous donne le droit d'être désagréable avec la première personne que vous rencontrez sur votre chemin qui n'est même pas responsable de vos malheurs? Non, ça ne donne pas le droit, mais est-ce que j'ai les outils nécessaires pour ne pas faire ce que j'ai fait? C'est là où intervient l'éducation. Est-ce que cette personne a reçu les codes nécessaires pour se retenir face à ces états d'esprit en face de l'autre? Parce que si nous sommes seuls, nous pouvons exprimer tout ce que nous voulons comme état d'esprit. Mais dès que nous rentrons dans la relation avec l'autre, ça crée une interaction. C'est en cela que l'autre voit que nous sommes désagréables et peut-être que nous n'avons pas l'intention d'être désagréables. C'est une manière de lire notre comportement, par exemple. Alors, vous avez évoqué un point très très important. Vous avez parlé de l'éducation. Ça part également de là. Je pense que les bonnes manières ou le savoir-vivre, c'est à la maison qu'on apprend tout ça, à travers l'éducation qu'on donne aux enfants. Alors, comment justement transmettre ce savoir-vivre à nos enfants à la maison? Vous savez, j'aime bien donner des exemples. Chez nous, quand je dis chez nous, lisez en Afrique, au Bénin, on transmet les bonnes manières à travers les contes.
Oui, mais aujourd'hui, on raconte plus de contes. Calmez-vous, ça continue dans certaines familles. Nous éduquons encore les familles à revenir sur ce point. Parce qu'il ne sert à rien de chercher à transmettre les bonnes manières à travers la rue. C'est grave. Ce que nous voyons comme déviance aujourd'hui, c'est parce que ce que vous avez constaté là, qu'on ne le fait plus, il faut que nous venions là. Parce que ce qui nous définit, c'est nous, notre culture, notre manière de transmettre nos valeurs. Et il faut fonder les valeurs pour pouvoir les transmettre. Et la transmission des valeurs se fait par l'éducation. Aujourd'hui, nous confondons dangereusement l'éducation et l'instruction. L'éducation, c'est là où on transmet les valeurs. Et pour transmettre les valeurs, c'est depuis que l'enfant est dans le ventre de sa mère, que la maman est tendre, que la maman lui dit de très bonnes choses, que la maman lui dit comment elle veut que son enfant soit dans la société, parce que c'est un produit de la société, l'enfant qui vient, c'est un producteur de richesse sociale qui s'apprête à venir, et c'est un élément de l'interaction sociale qui s'apprête à venir. Donc, on programme déjà depuis le ventre de la maman, et dès que l'enfant naît, vous continuez par lui parler. Mais pourquoi parlons-nous de la langue maternelle? Le fond te dira Anonumbe. Autrement dit, quand tu têtes ta mère, non seulement elle t'inocule la vie, mais elle te donne le savoir-vivre. Donc c'est tout ceci qui donne les connaissances vraies dont nous parlons. L'enfant qui commence comme ça et qui grandit dans la société où il y a le père, la mère et la famille autour, l'éducation de cet enfant-là reflètera les valeurs de cette société. Ça, c'est le circuit de la transmission du savoir-vivre. Mais cet enfant qui sort de cette société-là, quand il fait quelque chose dehors, on pourra l'identifier à travers ce que sa société fait. Et c'est ça ce qu'on n'arrive plus totalement à faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons délaissé les bonnes manières. C'est vrai, on n'a plus de là-bas, pas là-bas. Aujourd'hui, il faut compter. Mais dans ta chambre, avec tes enfants, oui, tu peux compter d'histoire. Et à la fin, tu tires une conclusion. Tu dis, voilà comment ça se passe. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Donc, tout ceci s'apprend. Et un père bien outillé, une mère bien outillée, inocule en quelque sorte ses valeurs à sa progéniture. Et finalement, lorsque l'enfant fait quelque chose de l'autre côté, en même temps, le père à la maison peut dire oui, mon enfant peut faire ça. Non, ça, ce n'est pas pour mon enfant parce que je sais ce que je lui ai donné comme connaissance vraie. Alors, raconter des histoires aux enfants, c'est vrai, à travers les contes, ça permet aussi d'éduquer les enfants, de leur permettre de tirer des leçons en écoutant des histoires et tout. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans un monde où malheureusement, on ne remarque plus forcément ça. Et les jeunes gens sont beaucoup plus concentrés sur le téléphone portable et autres. Voilà, c'est compliqué. Dans ce monde-là où malheureusement on oublie certaines valeurs, où on oublie, il y a des choses qu'on a tendance à reléguer au second degré aujourd'hui, qui faisaient partie autrefois de notre culture et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour permettre justement, pour pouvoir inculquer ce savoir-vivre aux enfants? Merci. Et aussi, excusez-moi, hein, quand vous vous rendez compte que à une certaine époque, les parents étaient peut-être disponibles vraiment pour leurs enfants, et aujourd'hui, chacun est occupé, papa est occupé de son côté, maman est occupée de son côté, et du coup, l'enfant parfois se retrouve tout seul à la maison. À quel moment on pourra vraiment lui donner cette éducation? Merci beaucoup, Mirabel. Je pense que là, tu as touché un point capital de la transmission des valeurs. Vous savez, lorsque papa et maman sont occupés et confient l'éducation de leur enfant à une domestique ou bien une tierce personne, j'allais dire, l'enfant aura les valeurs de cette personne tierce. Si tu veux que ta progéniture puisse perpétrer tes valeurs, tu as l'obligation de te donner du temps pour ça. C'est une obligation. La parentalité se prépare. Si tu ne peux pas être parent, il faut faire très attention. Tu risques d'avoir des enfants qui auront des choses en moins. Même si tu as tout l'argent du monde, même si tu as tout l'or, l'éducation d'un enfant, on ne doit pas blaguer avec. Nous avons commis déjà beaucoup d'erreurs et nous faisons beaucoup d'efforts pour réparer ça aujourd'hui. C'est vrai ce que tu as fait comme constat. Beaucoup de personnes sont accrochées à leur téléphone, à
la télé, et même un enfant qui naît aujourd'hui, le parent qui veut sortir l'enferme et allume le dessin animé. L'enfant reste là jusqu'à 20h juste pour regarder les dessins animés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? C'est une transmission de valeurs qui se passe là. On transmet à cet enfant les valeurs qui se trouvent à la télévision. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous êtes parent et vous avez la chance d'avoir un enfant, l'enfant va à l'école, vous avez l'obligation de vous trouver du temps pour discuter à votre enfant au retour de l'école. Quand l'enfant quitte l'école, quelques minutes pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé à l'école, comment est-ce que vous l'avez fait, est-ce que tu as bien fait, prépare-toi pour demain. Au quotidien, c'est important. Ça te permet de connaître ton enfant et tu permets à l'enfant de te connaître aussi. Deuxième chose, il faut apprendre à discuter avec ton enfant d'autre chose que l'école. Et c'est en ce moment-là que tu lui donnes les valeurs. Autre chose que l'école, c'est quoi? Les jeux, par exemple, ensemble. Il faut te donner du temps pour ça. Discuter avec ton enfant des autres problèmes que l'enfant a et de ses propres problèmes, tu lui donnes les solutions que toi, tu puisses dans tes connaissances vraies. Donc, dans ton savoir-vivre, tu lui donnes à partir de ton exemple. Si tu constates que ton exemple ne va pas édifier ton enfant, tu prends quelqu'un que tu as comme valeur devant toi et tu lui montres l'image. L'enfant garde, l'enfant enregistre. Et ceci, c'est des exercices jusqu'à ce que l'enfant n'ait 15 ans au minimum avant de croire que cet enfant peut commencer par reproduire ce qu'il voit. Donc, le parent doit conduire l'enfant tout au moins à la lisière de 17-18 ans pour être sûr que les valeurs qu'on lui a inculquées, cet enfant va pouvoir les perpétrer dans la société. Mais si vous ne le faites pas et vous confondez l'instruction qui devrait donner le savoir-faire à l'enfant à l'éducation qui doit lui donner le savoir-être et le savoir-vivre, vous allez confier les deux à un professeur ou à son maître. Et finalement, le maître va beaucoup plus accentuer son travail sur ce qui le concerne. Et l'autre côté sera délaissé. Et quand c'est délaissé, on complète où? Dans la rue, à la télé ou avec quelqu'un. Finalement, la confiance en soi manque chez cet enfant parce que le savoir-vivre, quand vous l'enseignez, quand c'est parent qui donne ses connaissances vraies à son enfant, ça lui donne à l'enfant la confiance pour aller vers l'autre et discuter. Ça lui donne la certitude, c'est-à-dire l'enfant, d'une manière ou d'une autre, a une confiance en soi qui lui permet d'aller dans la relation sociale et de produire de richesses sans se donner le mot me manque, mais ça viendra. Hein. L'enfant ne sera pas frustré. L'enfant ne sera pas complexé. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. L'enfant ne sera pas complexé. L'enfant ira directement dans les relations sociales et va pouvoir produire en tenant compte de sa propre personnalité. Dans le cas contraire, l'enfant va vouloir suivre l'autre pour faire. L'enfant aura peur de rentrer dans le relationnel. Donc, le savoir-vivre est capital. Il faut donner aux enfants et c'est par l'éducation que ça se donne. Alors, l'enfant qui malheureusement n'a pas reçu cette éducation, ne connaît pas forcément les bonnes manières, il sort de la maison, il entre dans la société, il ne devient pas en quelque sorte, je dirais, quand il entre dans la société, d'une manière ou d'une autre, il sera confronté à des situations. Et à travers ces situations, il pourra montrer voilà cette mauvaise éducation qu'il a reçue. Et tout de suite, on lui colle une étiquette ou on colle une étiquette à ses proches. Je sais que à une certaine époque, quand on disait que quand un parent met un enfant au monde, quand il sort de la maison, la société est en mesure de lui donner une certaine éducation. Aujourd'hui, quand un enfant sort et qu'il commet une erreur et que vous essayez de le ramener à l'ordre, ce sont ces mêmes parents qui vont encore vous mettre à votre place pour vous dire voilà, c'est mon enfant, ça ne te regarde pas. Et petit à petit, l'enfant se rend compte que voilà, du coup, l'autre qui est de l'autre, qui n'est pas mon parent, n'a rien à me dire, puisque le parent déjà devant l'enfant même a montré que oui, c'est moi qui décide et tout. Et l'enfant petit à petit grandit avec ça. Il devient adulte, il se marie et même il garde cette mauvaise éducation qu'il a. Il devient peut-être chef et tout. Il garde ça et c'est lui le patron qui est tout le temps désagréable avec ses employés, qui ne sait pas comment parler à ses employés. Mais vous venez de nous décrire le tableau comparatif de l'éducation en Afrique que nous appelons l'éducation collective avec l'éducation que nous avons héritée de l'Occident. Voyez-vous, chez nous en Afrique, c'est la collectivité qui parle, c'est la cour qui parle. Généralement, le père de famille a sa chambre au milieu de la cour, entouré de ses femmes et de ses enfants. Et lorsqu'un enfant commet une faute, l'autre qui est là-bas peut corriger cet enfant et le père ne dira
rien du tout. C'est ce qui était chez nous. Et c'est ce qui facilitait la transmission des valeurs où on pouvait dire cet enfant est de telle famille, donc telle famille a l'habitude de faire telle chose, alors il peut le faire. Aujourd'hui, il y a l'individualisme familial qui commence par dépasser la collectivité pour qu'on puisse parler désormais d'éducation collective. C'est désormais l'éducation individuelle. Quand je dis individu, je mets entre griffes papa, maman, enfants à l'intérieur dans leur cocon. Et de telle éducation est protégée en dehors de la maison. Nous travaillons d'ailleurs pour ça, pour que nous commencions encore par nous exercer à l'éducation collective. Parce que pour nous, c'est la meilleure manière d'éduquer. L'éducation par l'exemple. En prenant la fratrie par exemple, on peut s'exercer à l'éducation collective au sein de la fratrie. Et ça permet à l'enfant de gagner en confiance en soi, de gagner en connaissance de soi. Donc, la comparaison par rapport à l'autre tableau qui nous envahit aujourd'hui, ce tableau-là nous montre aisément qu'il y a une confusion entre l'instruction et l'éducation. Et aujourd'hui, on s'intéresse simplement à l'excellence en milieu scolaire et on encourage l'excellence chez l'enfant et on oublie à l'âge où on devrait éduquer l'enfant au savoir-vivre, on oublie cette partie et on s'intéresse simplement à sa manière d'exceller en classe, de produire de bons résultats. Et on met tout en place pour le bon résultat en classe et on laisse le savoir-vivre. Du coup, après 15 ans, on commence par sentir ce que vous venez de dire. On constate que l'enfant ne sait pas parler. 1, 2, 3, il ouvre la bouche, il parle mal. Et de tel enfant, lorsque ça va lui arriver 2 ou 3 fois dans la société, de se faire ramener, l'enfant va commencer par se sentir frustré. L'enfant va commencer par ne plus s'exprimer en société parce que l'éducation que cet enfant a reçue n'est pas en adéquation avec les valeurs de la société où il ou elle vit. Voilà pourquoi le savoir-vivre doit s'accorder à la société où tu vis pour te permettre de t'exprimer librement et d'avoir une confiance en soi dans le relationnel positif. Alors, il y a des personnes qui ont reçu une très bonne éducation, qui sont très polies, mais il y a également leur caractère humain qui parfois prend le dessus et donne l'impression qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Par exemple, on peut dire que quand on s'adresse à une personne et qu'on est en train de discuter, l'idéal serait d'adopter un ton pas trop... faut pas élever le ton lorsqu'on est en train de parler à une personne. C'est bien ça. Mais il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont peut-être en train de discuter, peut-être pas juste une discussion, quand ça en train peut-être un malentendu entre ces deux personnes, le ton de la personne peut monter naturellement. Et cette personne n'a pas forcément, son intention n'est pas forcément de vous manquer de respect, ou cette personne n'a pas forcément reçu une mauvaise éducation, mais juste que il y a ce caractère-là qui l'amène peut-être à élever le ton. Dans cette situation, c'est ça veut dire que cette personne ne connaît pas les bonnes manières. Ah non. C'est d'abord le travail est à la personne qui constate que l'autre manque de respect. Parce qu'a priori, l'autre n'a pas manqué de respect. L'autre est toujours en train de faire vivre le relationnel en quelque sorte. L'interaction continue normalement. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, la connaissance vraie de l'un amène à juger l'autre et à l'étiqueter. C'est là où il y a conflit parfois entre les valeurs. Mes valeurs ne sont pas les valeurs de l'autre. Peut-être que en parlant, il y a certaines personnes dans leur famille, ils ont une voix qui porte. Très souvent, dans les conférences, je garde pas de micro personnellement. Quand je parle, ça donne un peu plus de tonalité que pas mal de personnes. Du coup, si je veux parler par exemple avec une personne plus âgé, je fais attention. Puisque me connaissant, je sais que si je veux sortir totalement ce que je dois sortir pour exprimer, alors la personne va croire que je suis en train de crier en parlant. Donc c'est moi qui ferai. En ce moment, c'est moi qui ferai le travail. Mais si je n'ai pas compris, autrement dit, si je ne connais pas ma personne, ma personnalité n'est pas décryptée par moi-même, l'autre pourrait sentir que je suis en train de lui manquer de respect en criant.
ça sera compréhensible s'il y a discussion. Si éventuellement l'autre partie accepte, dit, écoute, mais baisse le ton. Il pourrait dire simplement, non mais non, je n'ose pas le ton. Il va dire non, calme-toi. Et ensemble, il y aura consensus. Donc, il n'y aura pas frustration, mais compréhension. Le tout dépend des personnes en interaction. Si dans cette interaction sociale, vous deux, vous avez des valeurs, alors vous allez vous comprendre quelles que soient les situations. Je prends l'exemple de nos conducteurs de moto. Vous avez constaté que depuis un moment, on n'entend plus dans la société des insultes en emporte-pièce. Simplement parce qu'il y a des exercices qui sont en train d'être faits à leur niveau. Mais dans un passé très très récent, tu brûles le feu et tu insultes celui qui est sur sa voie. C'est ça ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans notre pays. Et là on dit, il n'a pas de valeur. Il n'a pas le savoir-vivre. Mais il ne sait pas. C'est l'ignorance tout simplement. Maintenant qu'on a commencé des exercices, vous voyez, ça se calme un peu. Et avec un peu de chance, ça ira totalement. Avant de poursuivre nos échanges, on va rapidement faire une petite pause. L'importance du savoir-vivre dans notre société, eh bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer, on parlait du fait que quand un enfant a reçu une certaine éducation à la maison et que cet enfant sort de la maison et que du coup, avec le temps, les personnes autour de la personne se rendent, les personnes autour de l'enfant qui peut-être arrivé dehors montrent ce qu'il est en réalité. Ce n'est pas seulement lui, l'enfant en question, qu'on va tout de suite juger, mais on va également juger ses proches. On a évoqué cela tout à l'heure dans nos échanges. J'aimerais également qu'on revienne sur un autre aspect. Montrer en réalité et faire comprendre en réalité aux personnes qui nous écoutent en ce moment à quel point il est important de pouvoir d'être agréable avec les autres, ne pas être désagréable. Voilà, à quel point c'est important, je dirais, d'inculquer certaines valeurs à ces enfants pour leur permettre justement d'adopter de bons comportements en société. Le simple fait de dire merci à une personne peut vous ouvrir des voies, n'est-ce pas? Le simple fait de rendre service à une dame qui peut-être est en train de transporter une marchandise et a du mal peut-être à s'en sortir, ce simple coup de main peut vous ouvrir les portes, peut vous permettre, je ne sais pas moi, demain, cette personne peut vous rencontrer dans une situation difficile et peut vous donner un coup de main. Le simple fait de, sans peut-être vous rendre compte, manquer du respect à quelqu'un, peut après vous fermer des portes dans d'autres situations, n'est-ce pas? Absolument, Mirabelle. Je vais aller sur les deux angles. Vous savez, toute personne est le produit de la famille. Et tout ce que l'individu fait dans la société rejaillit sur la cellule familiale. Et j'ai l'habitude de dire que tous les enfants ont l'obligation d'avoir l'éducation qu'il faut pour que la société puisse bien marcher comme les aînés le veulent. Parce que c'est ce que le parent veut qu'il donne à son enfant. L'enfant que vous trouvez désagréable ou agréable dehors a reçu entre griffes ces valeurs qui sont en contradiction avec vos valeurs d'une famille, d'un père et d'une mère. Permettez-moi de vous rappeler également des termes d'insultes que nous utilisons dans notre pays avant. Maintenant, ce n'est plus en vogue. Et là, je félicite les amis, je félicite les Béninois, je félicite tous ceux qui sont en train de faire le travail de la sensibilisation. On va insulter tout de suite ta mère. On va insulter ton père dans la circulation. On va t'insulter impoli, banalement, sans savoir qu'on est en train de frustrer toute une famille, toute une collectivité. Mais c'est cela même la réalité. La personne qui est désagréable expose la carence, la précarité d'une famille derrière. Du coup, la personne qui est agréable dehors, la personne qui a du respect, la personne qui est serviable, le travailleur qui accueille avec sourire et fait son travail avec un cœur bon est toujours félicité, encouragé. Et suivez mon regard, on dit, il est de quelle famille? Telle famille est une famille noble. De la même manière, celui qui est désagréable, on dit, c'est quelle famille? Oh, voilà, telle famille, voilà ce qu'ils font. En conclusion, si nous voulons préserver nos familles, si nous voulons donner de la valeur à nos parents, nous devons faire l'effort d'être agréables en société. Nous devons faire l'effort de rentrer dans du relationnel avec des valeurs. Nous devons faire l'effort
d'avoir du savoir-vivre, donc des connaissances vraies de notre société pour pouvoir rentrer en relation avec les autres afin que nos familles puissent en profiter. Nous ne sommes que des producteurs de richesse sociale, donc membres de la famille. Et pour terminer, on va revenir un peu sur tout ce que nous avons dit tout au long de cette émission. Un bref récapitulatif, l'importance du savoir-vivre dans notre société. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Je dirais tout simplement que le savoir-vivre doit faciliter la bonne connaissance, selon Seydou Badian, c'est celle qui amène l'homme vers l'homme. La bonne connaissance, c'est la connaissance qui amène l'homme vers l'autre. Du coup, le savoir-vivre doit faciliter le relationnel, tout simplement. Si le relationnel n'est pas facile, agréable à vivre, alors vous devez vous remettre en cause. Tout simplement. Tout simplement. Merci à vous, Monsieur Winsou. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va certainement vous retrouver le lundi prochain, toujours pour parler dans notre sujet. Il est 18h53 et ce sera tout pour Embarquons dans la nouvelle dimension de ce lundi 28 juin 2021. Merci à Dame Julie Keke qui était la technique. Bonne suite de programme à toutes et à tous. À demain.